Je ne ferai dans ce film aucune concession au public. Plusieurs excellentes raisons justifient à mes yeux une telle conduite, et je vais les dire. Tout d'abord, il est assez notoire que je n'ai nulle part fait de concession aux idées dominantes de mon époque, ni à aucun des pouvoirs existants. Par ailleurs, quelle que soit l'époque, rien d'important ne s'est communiqué en ménageant un public, fût-il composé des contemporains de Périclès. Et dans le miroir glacé de l'écran, les spectateurs ne voient présentement rien qui évoque les citoyens respectables d'une démocratie. Voilà bien l'essentiel. Ce public si parfaitement privé de liberté et qui a tout supporté mérite moins que tout autre d'être ménagé. Les manipulateurs de la publicité, avec le cynisme traditionnel de ceux qui savent que les gens sont portés à justifier les affronts dont ils ne se vengent pas, lui annoncent aujourd'hui tranquillement que, quand on aime la vie, on va au cinéma. Mais cette vie et ce cinéma sont également peu de choses, et c'est par là qu'ils sont effectivement échangeables avec indifférence. Le public du cinéma, qui n'a jamais été très bourgeois et qui n'est presque plus populaire, est désormais presque entièrement recruté dans une seule couche sociale, du reste devenue large. Celle des petits agents spécialisés dans les divers emplois de ces services dont le système productif actuel a si impérieusement besoin. Gestion, contrôle, entretien, recherche, enseignement, propagande, amusement et pseudo-critique. C'est là suffisamment dire ce qu'ils sont. Il faut compter aussi, bien sûr, dans ce public qui va encore au cinéma, la même espèce quand, plus jeune, elle n'en est qu'au stade d'un apprentissage sommaire de ses diverses tâches d'encadrement. Au réalisme et aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qui l'a formé. Et en effet, ceux-ci se trompent sur tout et ne peuvent que déraisonner sur des mensonges. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits et des morts qui croient voter. Comme le mode de production les a durement traités, de progrès en promotion, ils ont perdu le peu qu'ils avaient et gagné ce dont personne ne voulait. Ils collectionnent les misères et les humiliations de tous les systèmes d'exploitation du passé, ils n'en ignorent que la révolte. Ils ressemblent beaucoup aux esclaves, parce qu'ils sont parqués en masse et à l'étroit dans de mauvaises bâtisses malsaines et lugubres. Mal nourris d'une alimentation polluée et sans goût, mal soignés dans leurs maladies toujours renouvelées, continuellement et mesquinement surveillés, entretenus dans l'analphabétisme modernisé et les superstitions spectaculaires qui correspondent aux intérêts de leurs maîtres. Ils sont transplantés loin de leur province ou de leur quartier, dans un paysage nouveau et hostile, suivant les convenances concentrationnaires de l'industrie présente. Ils ne sont que des chiffres dans des graphiques que dressent des imbéciles. Ils meurent par séries sur les routes à chaque épidémie de grippe, à chaque vague de chaleur, à chaque erreur de ceux qui falsifient leurs aliments, à chaque innovation technique profitable aux multiples entrepreneurs d'un décor dont ils essuient les plâtres. Leurs éprouvantes conditions d'existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale. On leur parle toujours comme à des enfants obéissants, à qui il suffit de dire « il faut », et ils veulent bien le croire. Mais surtout, on les traite comme des enfants stupides, devant qui bafouillent et délirent des dizaines de spécialisations paternalistes, improvisées de la veille, leur faisant admettre n'importe quoi en le leur disant n'importe comment, et aussi bien le contraire le lendemain. Séparés entre eux par la perte générale de tout langage adéquat aux faits,
perte qui leur interdit le moindre dialogue, séparés par leur incessante concurrence, toujours pressés par le fouet, dans la consommation ostentatoire du néant, et donc séparés par l'envie la moins fondée et la moins capable de trouver quelque satisfaction, ils sont même séparés de leurs propres enfants, naguère encore la seule propriété de ceux qui n'ont rien. On leur enlève en bas âge le contrôle de ces enfants, déjà leurs rivaux, qui n'écoutent plus du tout les opinions informes de leurs parents et sourient de leur échec flagrant, méprisent non sans raison leur origine et se sentent bien davantage les fils du spectacle régnant que de ceux de ces domestiques qui les ont par hasard engendrés. Ils se rêvent les métis de ces nègres-là. Derrière la façade du ravissement simulé, dans ces couples comme entre eux et leur progéniture, on n'échange que des regards de haine. Cependant, ces travailleurs privilégiés de la société marchande accomplie ne ressemblent pas aux esclaves en ce sens qu'ils doivent pourvoir eux-mêmes à leur entretien. Leur statut peut être plutôt comparé aux servages parce qu'ils sont exclusivement attachés à une entreprise et à sa bonne marche, quoique sans réciprocité en leur faveur, et surtout parce qu'ils sont étroitement astreints à résider dans un espace unique, le même circuit des domiciles, bureaux, autoroutes, vacances et aéroports toujours identiques. Mais ils ressemblent aussi aux prolétaires modernes par l'insécurité de leurs ressources, qui est en contradiction avec la routine programmée de leurs dépenses, et par le fait qu'il leur faut se louer sur un marché libre sans rien posséder de leurs instruments de travail, par le fait qu'ils ont besoin d'argent. Il leur faut acheter des marchandises et l'on a fait en sorte qu'ils ne puissent garder de contact avec rien qui ne soit une marchandise. Mais où pourtant leur situation économique s'apparente plus précisément au système particulier du péonnage, c'est en ceci que cet argent autour duquel tourne toute leur activité, on ne leur en laisse même plus le maniement momentané. Ils ne peuvent évidemment que le dépenser, le recevant en trop petite quantité pour l'accumuler. Mais ils se voient en fin de compte obligés de consommer à crédit, et l'on retient sur leur salaire le crédit qui leur est consenti, dont ils auront à se libérer en travaillant encore. Comme toute l'organisation de la distribution des biens est liée à celle de la production et de l'État, on rogne sans gêne sur toutes leurs rations, de nourriture comme d'espace, en quantité et en qualité. Quoique restant formellement des travailleurs et des consommateurs libres, ils ne peuvent s'adresser ailleurs, car c'est partout que l'on se moque d'eux. Je ne tomberai pas dans l'erreur simplificatrice d'identifier entièrement la condition de ces salariés du premier rang à des formes antérieures d'oppression socio-économique. Tout d'abord parce que, si l'on met de côté leur surplus de fausse conscience et leur participation double ou triple à l'achat des pacotilles désolantes qui recouvrent la presque totalité du marché, on voit bien qu'ils ne font que partager la triste vie de la grande masse des salariés d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans l'intention naïve de faire perdre de vue cette enrageante trivialité que beaucoup assurent qu'ils se sentent gênés de vivre parmi les délices alors que le dénuement accable des peuples lointains. Une autre raison de ne pas les confondre avec les malheureux du passé, c'est que leur statut spécifique comporte en lui-même des traits indiscutablement modernes. Pour la première fois dans l'histoire, voilà des agents économiques hautement spécialisés qui, en dehors de leur travail, doivent faire tout eux-mêmes. Ils conduisent eux-mêmes leur voiture et commencent à pomper eux-mêmes leur essence, ils font eux-mêmes leurs achats, ou ce qu'ils appellent de la cuisine, ils se servent eux-mêmes dans les supermarchés comme dans ce qui a remplacé les wagons-restaurants. Sans doute leur qualification très indirectement productive a-t-elle été vite acquise. Mais ensuite, quand ils ont fourni leur quotient horaire de ce travail spécialisé, il leur faut faire de leurs mains tout le reste.
Notre époque n'en est pas encore venue à dépasser la famille, l'argent, la division du travail. Et pourtant, on peut dire que pour ceux-là déjà, la réalité effective s'en est presque entièrement dissoute dans la simple dépossession. Ceux qui n'avaient jamais eu de proie l'ont lâché pour l'ombre. Le caractère illusoire des richesses que prétend distribuer la société actuelle, s'il n'avait pas été reconnu en toutes les autres matières, serait suffisamment démontré par cette seule observation que c'est la première fois qu'un système de tyrannie entretient aussi mal ses familiers, ses experts, ses bouffons. Serviteurs surmenés du vide, le vide les gratifie en monnaie à son effigie. Autrement dit, c'est la première fois que des pauvres croient faire partie d'une élite économique malgré l'évidence contraire. Non seulement ils travaillent, ces malheureux spectateurs, mais personne ne travaille pour eux, et moins que personne les gens qu'ils payent. Car leurs fournisseurs mêmes se considèrent plutôt comme leurs contremaîtres, jugeant s'ils sont venus assez vaillamment au ramassage des ersatz qu'ils ont le devoir d'acheter. Rien ne saurait cacher l'usure véloce qui est intégrée dès la source, non seulement pour chaque objet matériel, mais jusque sur le plan juridique dans leurs rares propriétés. De même qu'ils n'ont pas reçu d'héritage, ils n'en laisseront pas. Le public du cinéma ayant donc avant tout à penser à des vérités si rudes, et qui le touchent de si près, et qui lui sont si généralement cachées, on ne peut nier qu'un film qui, pour une fois, lui rend cet âpre service de lui révéler que son mal n'est pas si mystérieux qu'il le croit, et qu'il n'est peut-être même pas incurable pour peu que nous parvenions un jour à l'abolition des classes et de l'État, on ne peut nier, dis-je, qu'un tel film n'ait en ceci au moins un mérite. Il n'en aura pas d'autre. En effet, ce public qui veut partout se montrer connaisseur et qui en tout justifie ce qu'il a subi, qui accepte de voir changer toujours en plus répugnant le pain qu'il mange et l'air qu'il respire, aussi bien que ses viandes ou ses maisons, ne renacle au changement que lorsqu'il s'agit du cinéma dont il a l'habitude. Et apparemment, c'est la seule de ses habitudes qui ait été respectée. Il n'y a peut-être eu que moi pour l'offenser depuis longtemps sur ce point. Car tout le reste, même modernisé parfois jusqu'à s'inspirer des débats mis au goût du jour par la presse, postule l'innocence d'un tel public et lui montre, selon la coutume fondamentale du cinéma, ce qui se passe au loin. Différentes sortes de vedettes qui ont vécu à sa place et qu'il contemplera par le trou de la serrure d'une familiarité canaille. Vous retrouverez l'homme qui entra dans la légende par ses actes téméraires en faveur des opprimés. La flèche noire de Robin des Bois est l'histoire d'un homme sans peur qui n'hésite pas à lutter seul contre un tyran. Non, allez-vous-en, sortez tous! Robin des Bois est fini. Mort. Non, Robin des Bois est plus vivant que jamais et il vous enthousiasmera par son incomparable audace. Le cinéma dont je parle ici est cette imitation insensée d'une vie insensée, une représentation ingénieuse à ne rien dire, habile à tromper une heure l'ennui par le reflet du même ennui. Cette lâche imitation qui est la dupe du présent et le faux témoin de l'avenir, qui, par beaucoup de fictions et de grands spectacles, ne fait que se consumer inutilement en amassant des images que le temps emporte. Quel respect d'enfant pour des images! Il va bien à cette plèbe des vanités, toujours enthousiaste et toujours déçue, sans goût parce qu'elle n'a eu de rien une expérience heureuse, et qui ne reconnaît rien de ses expériences malheureuses parce qu'elle est sans goût et sans courage, au point qu'aucune sorte d'imposture, générale ou particulière, n'a jamais pu lasser sa crédulité intéressée. Et croirait-on, après tout ce que chacun a pu voir, qu'il existe encore, parmi les spectateurs spécialisés qui font la leçon aux autres, des tarés capables de soutenir
qu'une vérité énoncée au cinéma, si elle n'est pas prouvée par des images, aurait quelque chose de dogmatique. D'ailleurs, la domesticité intellectuelle de cette saison appelle envieusement discours du maître ce qui décrit sa servitude. Quant aux dogmes ridicules de ses patrons, elle s'y identifie si pleinement qu'elle ne les connaît pas. Que faudrait-il prouver par des images? Rien n'est jamais prouvé que par le mouvement réel qui dissout les conditions existantes, c'est-à-dire l'organisation des rapports de production d'une époque et les formes de fausses consciences qui ont grandi sur cette base. On n'a jamais vu d'erreur s'écrouler faute d'une bonne image. Celui qui croit que les capitalistes sont bien armés pour gérer toujours plus rationnellement l'expansion de son bonheur et les plaisirs variés de son pouvoir d'achat reconnaîtra ici des têtes capables d'hommes d'État. Et celui qui croit que les bureaucrates staliniens constituent le parti du prolétariat verra là de belles têtes d'ouvriers. Les images existantes ne prouvent que les mensonges existants. Les anecdotes représentées sont les pierres dont était bâti tout l'édifice du cinéma. On n'y retrouve rien d'autre que les vieux personnages du théâtre, mais sur une scène plus spacieuse et plus mobile, ou du roman, mais dans des vêtements et environnements plus directement sensibles. C'est une société et non une technique qui a fait le cinéma ainsi. Il aurait pu être examen historique, théorie, essai, mémoire. Il aurait pu être le film que je fais en ce moment.